Bonjour tout le monde. Donc, nouvelle vidéo qui va permettre de corriger l'activité 3 sur les endosymbioses. Donc, on est toujours sur le chapitre 2 sur la complexification des génomes, transferts horizontaux et endosymbiose. Donc, on a déjà travaillé sur les transferts horizontaux. Hop, on passe à la suite sur les endosymbioses, qui est une autre diversification par fusion entre organismes. Et cette endosymbiose, on le verra dans l'activité qui était à faire, il semblerait qu'elle soit à l'origine des organites eucaryotes que sont les mitochondries et les chloroplastes. Alors ça c'est le cours que vous aurez, que vous avez en pièce jointe, donc j'y reviendrai après. Donc je reprends l'activité qui était à faire. Donc cette activité se divise en deux parties. Une première partie sur l'endosymbiose, savoir ce que c'est, puis deux exemples d'endosymbiose, et ensuite sur la théorie de l'endosymbiose à l'origine des organites des cellules eucaryotes. Deux choses à bien maîtriser avant de commencer ce travail. Donc déjà la notion d'endosymbiose, vous retrouverez dedans donc la notion de symbiose, on l'a déjà vu, c'est une association entre deux êtres vivants d'espèces différentes qui va porter à bénéfice réciproque entre les deux êtres vivants que l'on appelle des symbiotes. Dans notre cas précis d'endosymbiose, ça veut dire que l'un des deux partenaires vit à l'intérieur des tissus ou des cellules de l'autre, qui sera donc appelé son hôte. Donc c'est pour ça le terme d'endosymbiose. Cette endosymbiose, vous avez besoin de euh, vous rappeler de la notion d'endocytose. Comment on va incorporer un organite ou un autre organisme à l'intérieur de ces cellules? Eh bien, c'est par le mécanisme d'endocytose que vous avez vu l'an passé quand vous avez travaillé sur le système immunitaire et notamment la réaction inflammatoire et la dégradation des bactéries par nos cellules. C'est un mécanisme simple, l'endocytose, voilà. C'est donc l'entrée, donc ça ce sont des bactéries, d'accord? C'est l'entrée de ces bactéries, l'ingestion de ces bactéries qui vont se retrouver entourées d'un morceau de membrane plasmique qui va les englober et former à l'intérieur un phagosome, d'accord? Donc une vésicule, donc un bout de membrane plasmique qui va contenir l'élément que vous avez intercepté venant de l'environnement extérieur. Il y a le phénomène inverse, qu'on appelle l'exocytose, où cette fois-ci vous allez renvoyer vers l'extérieur des déchets par exemple. Et là, ce mécanisme, c'est le mécanisme de dégradation des bactéries par les cellules de votre système immunitaire. Donc la bactérie est encapsulée, emprisonnée, puis ensuite des enzymes vont venir les dégrader et les déchets vont être réjectés à l'extérieur. Donc ça, c'est l'endocytose. Donc ce mécanisme que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc si je reviens sur notre exemple, le but ici c'est de voir les avantages et les contraintes de cette endosymbiose. Donc vous avez deux exemples, les coraux, qui sont des animaux photosynthétiques, et le puceron du pois qui fait une endosymbiose avec des bactéries qu'il a emprisonnées dans ses cellules. Pour cette première partie, vous devez justifier le terme d'endosymbiose pour ces deux exemples. Donc il suffit d'aller relever l'information utile dans les deux exemples. Donc en quoi le premier, les coraux, forment une endosymbiose. Donc les coraux forment des polypes, hein, c'est ça un polype. D'accord. Et dans ces polypes, on va retrouver à l'intérieur des algues qu'on appelle des zooxanthelles. Ces algues sont emprisonnées à l'intérieur. On vous dit ici que, donc l'information qu'il fallait relever, les polypes hébergent des algues unicellulaires photosynthétiques, les zooxanthelles. Donc dans les cellules constituant le polype, cet ensemble-là, qui forme le corail, eh bien vous avez des algues, les zooxanthelles, ici, à l'intérieur des cellules. Donc c'est bien une symbiose entre deux individus, le polype forme l'hôte, et la zooxanthelle est à l'intérieur, donc c'est bien une endosymbiose. Pour le deuxième exemple, c'est une endosymbiose entre une bactérie et le puceron, que vous avez ici, et l'information nécessaire, c'est ici, chaque bactérie est contenue dans une vésicule de la cellule hôte. Donc on a bien des bactéries à l'intérieur du puceron.
Alors elles sont situées près du tube digestif et des ovaires du puceron, dans des cellules géantes, qu'on appelle les bactériocytes, mais voilà. Donc ce sont bien deux endosymbioses. Donc on a répondu à la première question. Ensuite, hop, là je suis allé un peu loin, pardon. Ensuite, on vous demandait de montrer sous forme de tableau, donc là par exemple, que ces associations, ces endosymbioses, donc, étaient à l'origine de contraintes pour les deux symbiotes, étaient à l'origine d'avantages, puisque si ça s'est conservé au cours de l'évolution, c'est que ça fournit un avantage aux individus de la symbiose, participant à la symbiose, et que ça a entraîné des régressions de certains caractères chez les symbiotes. Pardon. Donc pour le premier exemple, vous avez plusieurs informations à relever dans ces documents. La première, donc il y a une information importante, c'est que le polype, donc le corail, va se nourrir de petites proies prélevées dans le plancton, donc des algues unicellulaires qui flottent dans l'eau, mais que ça lui fournit que 10 à 20% de sa nutrition. Donc ça veut dire que les 80 ou 90% restants viennent d'ailleurs. Donc viennent d'ailleurs et ils viennent de l'algue l'azoxanthelle qui va produire 30 à 80% des molécules organiques de la photosynthèse qu'elle va céder à l'hôte. Donc ça c'est un avantage que vous allez avoir, donc le corail va tirer un avantage de cette endosymbiose en récupérant la matière organique produite par photosynthèse par les zooxanthelles. En contrepartie, les déchets azotés, donc les déchets produits par le corail, par le polype, eux vont servir d'engrais pour l'algue. Donc là aussi, l'algue va tirer un bénéfice de cette association au niveau nutritionnel. Le CO2 qui va servir à fabriquer le squelette calcaire, puisqu'un polype, ça, vous voyez, c'est tout mou, et donc ça forme des colonies, il y en a des milliers qui s'associent, et qui restent fixées sur, vous voyez, hein, ça c'est l'image classique que l'on a du corail, hein, ces petites branches ici très solides, enfin c'est fragile mais c'est solide, pardon. Eh bien, le CO2 prélevé par l'algue pour faire sa photosynthèse va être aussi utilisé par le polype pour faire son squelette. Donc voilà un autre avantage. Le CO2 aussi produit par la respiration des cellules de corail va être utilisé pour la photosynthèse de l'algue. Donc là, l'algue aussi a plus besoin de prélever son CO2 dans l'eau puisque l'animal va lui amener. Autre avantage de cette association, on va retrouver, hop, si je retrouve l'information, voilà, le polype, le corail, va adopter une forme qui va optimiser l'exposition à la lumière. Donc en optimisant l'exposition à la lumière, l'algue sera favorisée pour pouvoir faire sa photosynthèse, elle pourra mieux capter la lumière. Donc vous voyez, voilà, vous avez tout un tas d'avantages intéressants. Il y a des contraintes, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Le plancton, c'est un C. La contrainte principale, c'est que l'oxygène, c'est une molécule très agressive, d'accord, dans le vivant. Toutes nos cellules en sont protégées. Et les cellules du corail vont devoir s'en protéger plus particulièrement, puisque cet oxygène va être libéré à l'intérieur d'elles-mêmes par photosynthèse. Donc c'est une contrainte, il va falloir se protéger de ça. Contrainte qui a été, on va dire, résolue par la production d'antioxydants par les corails. Il y a une deuxième contrainte qui était à relever, c'était qu'il y a certains gènes qui vont disparaître de la zooxanthelle, mais qui va causer des régressions observées. Donc si je prends la correction sur le tableau, hop, que je vais retrouver ici, vous avez un résumé de ce que je viens de dire. Donc, contrainte pour les coraux, agression par le dioxygène produit par la photosynthèse. Sur les avantages, j'en ai oublié quelques-uns, mais pour l'algue, l'avantage c'est de se retrouver dans un milieu stable et protégé. Hop. Une protection contre les radiations trop fortes du soleil, un développement d'une forme du polype, ce qui va permettre de mieux capter la lumière, présence de gènes propres à la symbiose et un apport de CO2 nécessaire à la photosynthèse. L'avantage pour les polypes, c'est une protection contre les radiations lumineuses aussi, un avantage pour la nutrition, puisque la matière organique produite par photosynthèse sera utilisée par les coraux,
Le prélèvement de CO2 par l'algue favorise la précipitation des carbonates et donc la formation du squelette. Le corail va se mettre à produire des antioxydants et présence de gènes propres à la symbiose. On a observé des régressions chez l'algue qui a perdu son flagelle, donc la petite queue qui lui servait si elle vivait dans le milieu extérieur à se mouvoir, donc là elle l'a perdue. Et elle a une paroi fine et imperméable, puisqu'elle n'a plus besoin d'être protégée du milieu extérieur. Pour le deuxième exemple que vous aviez à traiter, voilà, donc les contraintes, les avantages sélectifs pour la bactérie sont les suivants. Donc on va avoir une protection de la part de l'hôte, qui est le puceron. En ayant incorporé la bactérie dans ses cellules, elle se retrouve protégée. Mais aussi, donc c'est noté ici, nutrition. Donc la matière organique apportée par le puceron va pouvoir être utilisée par l'algue. Pour l'algue, l'avantage, pour le puceron, pardon, l'avantage c'est que on va avoir conservation chez la bactérie de gènes permettant la synthèse d'acides aminés essentiels et de vitamines qui iront à l'hôte, puisqu'on retrouve, on vous dit ici, grâce à cette expérience, que des acides aminés, grâce à un marquage radioactif, sont d'abord produits par la bactérie et sont ensuite retrouvés chez le puceron. Donc ça veut dire que la bactérie a fourni de la matière organique au puceron, et c'est un sacré avantage pour lui d'un point de vue nutritionnel, puisque il n'est pas capable de synthétiser tous les acides aminés nécessaires à son fonctionnement. On a aussi une deuxième information qui permet de mettre en avant un autre avantage de l'endosymbiose pour le puceron, c'est que, hop, il y a un avantage pour la reproduction, puisque la reproduction est impossible sans la bactérie, on le voit ici. Les pucerons se développent mal et deviennent stériles. Donc voilà les avantages que l'on a pu constater. Au niveau des contraintes que cela procure pour la bactérie, eh bien elle a perdu des gènes impliqués dans la formation de la paroi bactérienne. Comme elle n'a plus de protection à avoir vu qu'elle elle a subi une endocytose, eh bien elle n'a plus besoin de protection. Et du coup, elle a perdu aussi des gènes qui lui permettent de percevoir son milieu et de résister aux agents stresseurs. Donc les agents stresseurs, c'est tout ce qui pourrait embêter une cellule pour son développement. Et donc, régression observée, son génome a perdu 900 gènes qui ont dégénéré. Donc ça, c'est la régression qu'on a pu observer chez la bactérie. Donc voilà ce que je vous demandais. Donc relever des arguments attestant des modifications du génome, bon, on les a plus ou moins mis déjà dans le tableau, ici. Donc pour la bactérie, réduction de 900 gènes qui sont perdus, et pour les zooxanthelles, perte du flagelle, paroi fine, donc tout ça, ce sont des régressions génétiques, du coup, qui ont fait perdre des caractères. Donc vous voyez que cette endosymbiose, elle va certes apporter des avantages à ceux qui la pratiquent, des avantages qui vont être plus importants que les contraintes qu'elles amènent. Du coup, malgré ces contraintes, l'endosymbiose est conservée au fil des générations au cours de l'évolution, parce que quand on fait le rapport coût sur bénéfice, les bénéfices sont plus importants que les coûts. Donc voilà pour l'endosymbiose. Ensuite, vous deviez donc valider la théorie endosymbiotique des chloroplastes et des mitochondries. Donc cette théorie nous explique que nos mitochondries et chloroplastes, pour les cellules végétales, seraient des descendants de bactéries devenues, après phagocytose et endosymbiose, des cellules eucaryotes primitives. C'est-à-dire qu'il semblerait que nos cellules avant étaient dépourvues de mitochondries et de chloroplastes, et que par endosymbiose de bactéries, eh bien, nos cellules eucaryotes se seraient complexifiées et possédaient ces organites qui leur permettront d'avoir un métabolisme plutôt respiratoire ou plutôt photosynthétique. Alors, les arguments que vous aviez à relever dans ces documents sont les suivants. Donc déjà, on remarque que la taille des mitochondries, de 1 jusqu'à 10 micromètres, et des chloroplastes, correspond à la taille des bactéries. D'accord? Donc ce sont des éléments qui ont la même taille. Ces deux organites, que ce soit les mitochondries ou les chloroplastes, sont entourés d'une enveloppe, c'est-à-dire d'une double membrane, interne-externe, ce qui correspond aux bactéries qui, elles, sont dotées d'une paroi dédoublée d'une membrane à l'intérieur.
membrane plasmique plus paroi, donc on a bien une enveloppe, on a deux couches dans tous les cas. Les mitochondries et chloroplastes renferment du matériel génétique qui a été réduit, certes, mais il y a de l'ADN à l'intérieur, molécules d'ADN en chloroplaste, donc ce qui prouve molécules d'ADN libres dans le cytoplasme chez les bactéries, également, donc cet ADN est peut-être un reste de l'ADN bactérien qui était à l'initiale de cette bactérie qui est devenue chloroplaste, ou d'une autre qui est devenue mitochondrie. Donc cette présence d'ADN est un signe qu'ils étaient peut-être des êtres vivants initialement libres. Et dernier argument, tout comme les bactéries qui vont se diviser en deux pour se multiplier, eh bien mitochondries et chloroplastes font la même chose. Ils sont capables de division autonome par séparation en deux. Voilà, ce qui est un peu déroutant pour des organites intracellulaires, puisque c'est la cellule qui se divise, et on pourrait penser que les mitochondries et chloroplastes ne se divisent pas. Ben si, ils ont aussi cette capacité-là. Donc voilà les arguments qu'il fallait noter pour valider cette théorie. La taille, l'enveloppe, la présence d'ADN et la capacité de division. On vous demandait par la suite de faire un petit schéma pour expliquer comment on est passé d'une cellule eucaryote initiale sans organite à la cellule eucaryote complexe actuelle avec organite. Alors ce schéma, je vous l'ai mis ici. Il est dans le cours également en plus gros, donc je vous le montre là. Donc on part d'une cellule eucaryote ancestrale avec un noyau, du cytoplasme, mais rien de particulier à l'intérieur. Très certainement qu'il y a eu absorption d'une bactérie aérobie, donc qui fait de la respiration cellulaire en présence d'oxygène par endocytose. Hop, ce qui a permis de fabriquer des cellules eucaryotes hétérotrophes qui réalisent que la respiration cellulaire ou la fermentation, donc les cellules eucaryotes non photosynthétiques. Et il y a très certainement eu une deuxième absorption, mais cette fois-ci d'une bactérie photosynthétique, et qui a formé les chloroplastes actuellement. Donc on se retrouve avec deux lignées cellulaires eucaryotes, celle photosynthétique avec mitochondries et chloroplastes, puisque je vous rappelle que les cellules photosynthétiques possèdent également des mitochondries, et une lignée non photosynthétique qui a subi qu'une endosymbiose, en gros avec des bactéries aérobies. Donc cette théorie endosymbiotique, elle permet d'expliquer, grâce aux arguments que l'on a trouvés, que si aujourd'hui les cellules eucaryotes possèdent des organites tels que la mitochondrie et les chloroplastes, ben c'est très certainement dû à une endosymbiose ensuite qui s'est complexifiée pour former les organismes pluricellulaires. Des cellules eucaryotes se sont associées en tissu pour former des organes et ainsi de suite. Mais à la base, très certainement que les cellules eucaryotes, donc qui avaient l'ADN enfermé dans un noyau, ne possédaient pas ni mitochondrie ni chloroplastes. Donc voilà le rôle évolutif qu'a pu jouer cette endosymbiose sur le monde vivant. Ce document nous permet également de confirmer ce rôle évolutif, puisque par séquençage d'ADN, donc on vous a dit qu'il y avait de l'ADN dans les noyaux des cellules, de l'ADN libre dans le cytoplasme chez les bactéries, mais de l'ADN aussi dans les chloroplastes et les mitochondries, et on retrouve donc de grandes similitudes entre l'ADN qu'on a retrouvé dans les chloroplastes et dans les mitochondries de différentes espèces, hein, donc là vous en avez différentes, et on retrouve des similitudes avec l'ADN classique qu'on va retrouver dans des bactéries. D'accord? Donc chez certaines bactéries, eh ben, si on considérait les chloroplastes comme des êtres à part entière, eh bien on les classerait dans les bactéries, ainsi que les mitochondries, puisqu'ils ont de l'ADN très similaire à celle des bactéries. Donc ça montre l'origine des eucaryotes, de nos cellules, qui est très certainement due à l'endosymbiose, à l'endocytose, à la rentrée de bactéries dans les cellules hôtes. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair à ce niveau-là. Si je reprends la leçon, du coup, vous avez deux nouveaux paragraphes à reprendre. Donc un premier qui reprend les deux exemples d'endosymbiose et qui nous explique à quoi elle est due, etc., qu'elle induit des avantages, des contraintes et une régression chez un des deux hôtes, et une régression génétique notamment, et un résumé des arguments que vous avez à retenir pour valider l'origine endosymbiotique des organites, et un petit résumé qui explique l'histoire de cette endosymbiose qui s'est très certainement déroulée il y a
1,5 à 2 milliards d'années. Hop, là il manque un M, primitive. Hop. Voilà. Donc ce phénomène s'est très probablement produit à plusieurs reprises. Une première fois pour incorporer des mitochondries à partir de bactéries aérobies, et une deuxième fois chez certaines cellules, pas toutes, pour incorporer des chloroplastes, donc des bactéries photosynthétiques. Et petite notion supplémentaire, ces chloroplastes et mitochondries étant capables de se diviser, eh bien on va parler d'hérédité cytoplasmique, puisque l'information génétique présente à l'intérieur de ces chloroplastes et ces mitochondries seront transmises au cours des différentes mitoses cellulaires, puisque non seulement il faut se partager l'ADN entre les deux cellules fines, mais il faut aussi se partager tous les organites, d'où la division de ces organites qui a été conservée au cours de l'évolution, et donc d'hérédité cytoplasmique. On va se partager l'ADN, mais on va se partager aussi le contenu cytoplasmique. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. On en reparlera quand on se retrouvera.